Bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Menir, je suis co-responsable à la fonction renforcement des capacités du Réseau 1 Québec. Puis au nom de Réseau 1, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un autre webinaire du réseau. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux chers collègues. J'ai Maman Joyce Dogba dans une des petites boîtes, puis une autre boîte à côté de moi, j'ai Isabelle Sanson. Bienvenue à vous. Vous allez bien? Oui, merci. Toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Donc, peut-être commencer par Joyce. Est-ce que tu peux te présenter, Joyce? Avec plaisir. Bonjour, mon nom est Joyce Dogba. Je suis professeure-chercheur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Et mes intérêts de recherche concernent la collaboration interprofessionnelle, l'implication des patients dans la recherche, l'implication des minorités ethnoculturelles dans la recherche et aussi la recherche organisationnelle en première ligne. Super. Puis, vas-y, Isabelle, te présenter. Oui, bonjour Isabelle Sanson, je suis médecin de famille, je fais principalement de la prise en charge en cabinet, en GMF, et puis je suis directrice clinique du réseau de recherche axé sur les pratiques de première ligne du département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval. Oui, donc en gros, le rappel qu'on appelle. Le rappel de l'Université Laval. Donc, bienvenue à vous deux. Très content de vous avoir avec nous. Donc, aujourd'hui, vous allez présenter sur les RUSH, donc les rencontres patients, usagers, cliniciens et chercheurs pour améliorer la recherche en première ligne. Donc, ça, c'est une innovation dans notre appel qui fait jaser un peu. Donc, là, avant de lancer la présentation, on va juste donner quelques petites consignes aux participants au niveau de comment poser des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions de deux façons. Donc, à la fin, on va ouvrir la période des questions, puis vous pouvez lever votre main en pesant sur le petit icône avec la main. Puis comme ça, on va vous donner la parole de poser vos questions directement à Joyce puis à Isabelle. Puis sinon, à tout moment pendant la présentation, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de questions. Et à la fin de la présentation, je vais lire les questions à Joyce et Isabelle. Puis si jamais on n'a pas le temps de poser ces questions parce qu'il y en a trop, bien là, on va demander que vous envoyiez vos questions ou que je vais transmettre ces questions-là à Sabrina. Puis Joyce et Isabelle vont pouvoir répondre après la présentation tout simplement. Puis donc, je vous encourage aussi de fermer vos micros pendant la présentation parce qu'on enregistre les présentations, puis on veut vraiment avoir la meilleure qualité sonore possible. Donc, c'est le temps de partir la présentation. Donc, encore une fois, merci Joyce et Isabelle d'être avec nous. Donc, Sabrina, s'il vous plaît, si tu peux mettre la prochaine diapo. Puis, vas-y, belle présentation. Puis, c'est ça. Vas-y, merci. Bye. Merci. Comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, on va vous parler. En fait, on encourage une discussion sur ce projet qui s'intitule « Les rencontres patients-usagers, cliniciens et chercheurs pour améliorer la recherche en première ligne ». RUSH. Je veux juste préciser que le nom RUSH a été vraiment décidé par toute l'équipe de recherche qui incluait des patients, des chercheurs, des cliniciens et des gestionnaires. Donc, le plan de la présentation, la présentation va suivre un plan classique. D'abord, avant de parler du plan, je vais juste parler donc de conflit d'intérêts parce qu'il faut le déclarer et préciser que Isabelle et moi n'avons aucune relation avec des intérêts commerciaux et n'avons reçu aucun soutien commercial pour ce projet RUSH. Donc, à présent, la présentation va suivre un plan assez classique. J'exposerai la problématique, les objectifs, la méthodologie. Je vous présenterai les résultats que nous discuterons et puis on terminera par les limites, les conditions gagnantes et vous aurez la parole pour poser des questions. Isabelle et moi, on va alterner le tour de parole et vous verrez, on forme un très beau duo.
Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le réseau 1 qui a financé ce projet. Donc, sans ce financement, on n'aurait pas été en mesure de mener à bien ce projet. Ce projet, comme je dis, est une co-construction entre plusieurs personnes. Je veux particulièrement nommer Mathieu Ménéa, Liliane Bordelot, Béatrice Desbarges et Luc Vigneault qui ont été nos patients partenaires. Vous verrez leur rôle tantôt dans la présentation. Éric Breton, notre professionnel de recherche pour ce projet, et France Légaré, chercheur aussi, qui a collaboré à ce projet. Je voudrais particulièrement remercier deux personnes. Il s'agit de Dr Frédéric Bélanger-Ducharme et Dr Annie Saint-Pierre, qui sont toutes deux médecins de famille et respectivement responsables de la recherche pour les rappels à l'UMF, Unité de médecine de famille de Gaspé, et Dr Annie Saint-Pierre qui est à l'UMF, donc Unité de médecine de famille de Laurier, parce que sans leur collaboration, sans leur appui, on n'aurait pu jamais réaliser cette première étape du projet Ruche. Donc, un gros merci à vous. Cette présentation donc a des objectifs, deux en particulier, c'est qu'à la fin, on aimerait pouvoir identifier avec vous des pistes de collaboration entre patients, cliniciens, chercheurs et gestionnaires afin donc d'établir des priorités des sujets de recherche et aussi être capable d'identifier quelles sont les 6 conditions gagnantes qui favorisent la co-construction lors de l'identification et de la formulation des priorités de recherche dans les anciennes unités de médecine de famille qui sont actuellement connues sous le nom de groupe de médecine de famille universitaire, donc GMFU. Vous verrez dans la présentation, je crois que la majorité du temps, on utilise le terme GMFU, qui est en fait, comme je le mentionnais, le bon terme pour désigner nos milieux d'enseignement de résidence en médecine familiale. Par contre, il peut y arriver que vous voyez UMF ou qu'on dise UMF parce qu'en fait, c'est une déformation professionnelle. Donc, en fait, le rappel de l'Université Laval, pour vous faire une brève présentation, comprend 12 GMFU qui sont principalement dans l'Est du Québec. En fait, à la grandeur du RUIS Laval. On parle d'environ 250 cliniciens et de 100 000 patients, bientôt plus, qui travaillent à l'enseignement des résidents, évidemment là, à l'amélioration des soins de santé, mais aussi à la recherche en première ligne. Ce qu'on a de particulier au rappel de l'Université Laval, c'est en fait qu'on bénéficie d'une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation depuis maintenant plusieurs années. C'est en fait un laboratoire de recherche en première ligne qui a été obtenu par Dr France Légaré et qui nous a permis, dans les dernières années, de développer un réseau de lieux physiques favorisant la recherche sur le terrain dans nos GMF. Donc, chacun de nos 12 GMFU est doté d'un local dédié aux activités de recherche, qui est équipé d'un ordinateur et d'un système de visioconférence, qui permet en fait aux chercheurs et aux professionnels de recherche qui veulent développer des projets en collaboration avec les milieux cliniques ou qui veulent déployer des projets de recherche en collaboration avec nos cliniciens, d'avoir vraiment une place dans l'équipe sur le terrain et de collaborer étroitement. Donc, ça, c'est vraiment une de nos grandes richesses. Et évidemment, la mission première de notre rappel, c'est la co-construction de projets de recherche. Vous verrez que dans le modèle Ruche qu'on a étudié pour une toute première fois là, en 2016, la collaboration de co-construction est davantage axée sur le patient, le clinicien et le chercheur. On aura sûrement la question un peu plus tard, pourquoi n'avez-vous pas inclus les décideurs? Bien, en fait, c'est une recherche-action participative et on se réévalue et on s'améliore constamment. Donc, ça fera partie assurément des prochaines étapes. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment à ce besoin-là qu'on voulait répondre, un besoin franchement là, à l'intérieur de notre appel de co-construction. Moi, je suis arrivée comme directrice clinique du réseau à l'hiver 2015. Et puis, en fait, nous avons constaté à ce moment-là un manque d'espace formel pour co-construire, en fait. La co-construction de projets de recherche ou de projets d'amélioration de la qualité se fait souvent de façon informelle, ce qui est correct.
Cependant, on sentait que les gens avaient besoin parfois d'un cadre ou d'une façon de faire pour collaborer de façon optimale. Donc, c'est dans ce contexte-là que le modèle des ruches a émergé. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de construire ce partenariat-là au moment de la co-construction, mais aussi dans le développement du protocole et puis dans le déploiement du projet et dans la diffusion des connaissances par la suite. Donc, c'est vraiment le besoin concret qu'on a vécu au sein de notre appel auquel on voulait répondre. Donc, c'est ça, en 2015, Isabelle m'a approché, dit, ben, écoute, il faut mettre en place une intervention qui permettrait donc de faciliter cette co-construction. Et donc, avec le chapeau de chercheur, j'ai dit oui, il faut mettre en place une intervention, mais ce serait bien si c'est accompagné de recherche. Donc, ce qui a fait que nous avons choisi une méthodologie. Donc, la méthodologie que nous avons retenue afin de créer cet espace formel, c'est celle de recherche-action participative. Et pourquoi avons-nous choisi cette méthodologie? Parce que, justement, elle permet la réflexion critique, elle permet l'action, mais elle permet aussi la réflexion critique. Elle est très flexible, donc on peut avoir des ajustements continus. D'ailleurs, on en a fait beaucoup. Elle fait la promotion d'un partenariat égalitaire entre tous les acteurs et c'est un principe fondamental pour nous. Et aussi, c'est à cause de son caractère cyclique, comme je le disais, qui permet donc de prendre des décisions, d'identifier un problème et puis de revenir sur les apprentissages. Plus particulièrement, comme vous le voyez sur la diapo, Isabelle, comme clinicienne et directrice du rappel, a identifié un problème, m'a approché. Et donc, le problème, c'est que nous voulons qu'il y ait des échanges pour co-construire des sujets de recherche, mais il n'y a pas d'espace formel. Donc, une fois ce problème identifié, on a mis en place un plan d'action. Donc, on a établi un plan d'action, on l'a mis en place. Nous en avons évalué les effets et les apprentissages qui s'en suivent. Donc, tout le long du projet, je vais vous présenter une partie de l'intervention et une partie de la recherche qui l'a accompagnée. Donc, on s'est d'abord dit comment faire les ruches. Évidemment, il fallait les GMFU ou UMF, donc il fallait les GMFU. Comment il fallait les sélectionner? On avait un budget limité, donc on est parti par un échantillonnage raisonné, c'est-à-dire on a choisi des personnes qui étaient intéressées à participer. Et l'échantillonnage était stratifié, c'est-à-dire d'abord on a choisi l'organisation, c'est-à-dire le GMFU. Dans un deuxième temps, on a choisi des chercheurs parce qu'il en fallait. Ensuite, on a choisi l'équipe de patients. Et enfin, on a choisi les professionnels de soins. Donc, je vais donner quelques précisions sur comment ces choix ont été faits. Pour le choix des UMF, donc avec l'appui de la coordonnatrice des UMF du rappel de l'époque, on a envoyé une lettre décrivant le projet donc à tous les UMF, à toutes les UMF donc, qui sont dans le rappel, donc les invitant à participer au projet. Et à l'issue de cette lettre, on a eu beaucoup d'intérêt, mais à cause des contraintes de temps et de budget, on en a retenu 2. Stratégiquement, on a pris une UMF en milieu rural et une UMF en milieu urbain afin donc d'avoir une richesse de notre milieu d'intervention. Concernant le recrutement des chercheurs, nous avons donc à l'Université Laval, au département de médecine de famille et de médecine d'urgence, des chercheurs qui s'intéressent donc à la recherche organisationnelle, à l'implication des patients. Donc, nous avons envoyé un courriel à tous ces chercheurs leur disant, voilà, nous allons mettre en place un espace formel nommé ruche au niveau de 2 rappels. Donc, et on aimerait discuter des sujets qui intéressent les patients, le milieu de soins, mais aussi des chercheurs. L'objectif final étant qu'à la fin, ces préoccupations ou ces sujets ne restent pas sans suite, mais qu'il y ait un engagement d'un chercheur à le porter jusqu'à trouver des solutions. Donc, la lettre de sollicitation a été envoyée et nous avons eu la réponse donc de 3 chercheurs
qui étaient disponibles pour y participer. Concernant le recrutement des patients, nous avons quelques critères. Je voulais juste préciser que nous avons deux catégories de patients dans ce projet. Les participants au projet, qui sont les patients dans les GMFU, dans les UMF, mais aussi nous avons eu deux patients partenaires dont je vous ai parlé au début, qui sont donc des acteurs, qui sont des co-chercheurs avec nous et qui ont participé à toutes les étapes de conception de ce projet, donc par des réunions, des échanges de courriels et aussi, comme je le disais, même dans la désignation, dans l'acronyme qui présente ce projet actuellement. Donc, pour revenir aux patients, mais là, je parle des patients participants, les critères de recrutement étaient que les patients devaient être inscrits à l'UMF comme patients, ça va de soi, pour pouvoir être concernés par la thématique. Ces patients devaient être directement concernés par le thème, ce qui veut dire, si on décide de parler d'hypertension, c'était souhaité que cette personne vive avec cette condition, être capable de se distancier du vécu de sa maladie, ne pas être en phase aiguë et avoir une bonne capacité de compréhension et d'expression. Autant donc ce projet. Plus particulièrement dans les UMF, nous avons eu deux démarches pour avoir les patients. Une première démarche à votre gauche, à la gauche de la diapositive que vous voyez à l'écran, et une démarche à droite. La grande différence est simplement que dans des UMF, dans certains UMF, les professionnels avaient une liste de patients à nous suggérer. C'est aussi recommandé dans la littérature parce que c'est eux, les médecins, les infirmières, qui travaillent beaucoup avec les patients et qui sont capables de dire cette personne serait un bon partenaire. Donc, lorsqu'on avait cette petite liste-là, c'est le diagramme de droite qui s'appliquait. Et en gros, ce que ça dit, c'est que le responsable de recherche élabore la liste qu'il transmet à l'équipe de recherche. Il y a un professionnel de recherche qui va maintenant dans l'UMF, qui contacte le patient. Bien sûr, après, le clinicien s'assure que le patient peut être contacté. Et donc, le professionnel contacte le patient et lui demande s'il est vraiment intéressé à participer au projet. En face d'une réponse négative, on n'insiste pas, le patient n'est pas sélectionné. Si jamais le projet l'intéressait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une fiche de demande de participation. On lui donne la fiche afin qu'il remplisse la fiche. Et voilà, si le patient parfois peut dire non, je ne veux pas remplir la fiche maintenant, donnez-moi le temps de réfléchir. On lui donne le temps, on lui donne les coordonnées du professionnel et après un suivi est fait. Si jamais il accepte de participer immédiatement, alors on note son nom, on prend les coordonnées et on le contacte ultérieurement dès que tout le processus de recrutement des professionnels est complété. La démarche est vraiment similaire lorsqu'il n'y a pas de liste préalable. La seule différence, c'est qu'au lieu de partir d'une liste, notre professionnel allait dans l'UMF et s'asseyait donc en salle d'attente et c'est à partir de là qu'il recrute le patient. Donc, comme un recrutement pour un projet de recherche classique. Donc, comme je vous ai dit, là, on vient de parler du recrutement des UMF, recrutement des chercheurs, recrutement des patients et enfin, recrutement des professionnels parce que une des caractéristiques des ruches, c'est que ça devait se faire en équipe interprofessionnelle. C'est-à-dire, on ne voulait pas seulement une co-construction médecin, patient, chercheur, mais on voulait toute l'équipe interprofessionnelle. Donc, la façon dont les professionnels des UMF ont été recrutés, c'est que le médecin, le responsable de la recherche, pardon, et c'est pour ça que je tenais vraiment à les remercier, donc parlait de ce projet au sein de leur équipe et donc on faisait la promotion et on en parlait. La personne qui était intéressée, que ce soit le médecin de famille, le résident, l'infirmier ou autre, une fois qu'ils sont intéressés, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent se libérer? S'ils peuvent se libérer avec l'appui donc de l'UMF, est-ce qu'ils veulent remplir une demande de participation? Si oui, alors la personne est recrutée.
Sinon, on voit là où il y a l'obstacle. Par exemple, si c'est le temps de libération, on peut négocier avec son superviseur, surtout le cas des résidents ou pas. Mais pour vous dire, on n'a pas eu de problème pour la libération des personnes à participer au projet. Donc, maintenant, parlant du déroulement des ruches, qu'est-ce qui se fait de façon concrète? Les ruches dont je parle de l'intervention, donc, consistent en 2 rencontres. Donc, une fois qu'on a les patients, les professionnels et les chercheurs, donc, ce qu'on fait, c'est 2 rencontres. Une première rencontre sert à présenter le projet, à expliquer donc les objectifs. Ce qu'on veut, c'est un remue-ménage afin de formuler des idées et des questions en rapport avec le thème. Donc, toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées sont vraiment bonnes. Et donc là, pour l'instant, on ne fait que dire qu'est-ce qui ne va pas dans cette UMF ou bien en tant que personne vivant avec cette condition, qu'est-ce qu'on aimerait voir améliorer. Donc, on recueillait toutes les idées. Je voulais juste dire que les ruches sont animées par un tandem de patients partenaires, donc première catégorie de patients et professionnels de recherche. Et donc, après ça, ces 2 personnes, ces 2 animateurs avaient une réunion dans la même soirée pour organiser les idées, faire un genre d'analyse thématique rapide, parce que la deuxième rencontre se tenait assez rapidement, surtout pour l'UMF rural où il a fallu se déplacer pour aller à Gaspé. Il fallait le faire le même jour pour la deuxième rencontre le lendemain. Et donc, la deuxième rencontre faisait un résumé de la rencontre précédente. Et là, maintenant, on forçait un peu à établir une priorité des idées afin d'arriver avec un nombre restreint de préoccupations, questions de recherche, donc, et on promettait donc de donner suite à ces préoccupations. Qu'est-ce que... Juste une petite précision, Joyce, en lien avec le thème, parce que c'est une question qui nous a, qu'on a discuté longuement là, avec notre comité de co-chercheurs. Devions-nous cibler un thème pour chaque atelier ruche ou devions-nous laisser le thème très large? Et en fait, finalement, ce pourquoi on a opté, ce qui a été en fait un succès, c'est qu'on a demandé d'abord à chacun des chercheurs participants de nous soumettre 3 grands thèmes d'intérêt qui est dans leur champ de recherche. Et ensuite, on a soumis l'ensemble des thèmes aux 2 milieux cliniques participants. Et on leur a demandé d'en choisir chacun un thème pour Laurier, puis en fait 2 thèmes pour Gaspé, parce qu'il y avait 2 ateliers différents, 2 groupes différents à Gaspé. Donc, ça nous a permis en même temps de rejoindre les intérêts du chercheur et puis aussi d'aller recruter des professionnels qui étaient impliqués et des patients qui avaient une réalité en cohérence avec la thématique. Parfait, merci pour ces précisions. Donc, qu'est-ce que nous avons, les résultats de cette intervention, c'est que nous avons eu au total 3 rencontres, 2 à l'UMF de Gaspé, et une à l'UMF Laurier, donc l'UMF en milieu rural. Concernant les thèmes, donc il y a 2 thèmes, comme vient de le dire Isabelle, à Gaspé. Le premier, c'est le diabète en première ligne. Le deuxième, c'est les pratiques infirmières d'enseignement et de counseling auprès des patients en consultation individuelle. Et le thème pour Laurier, c'est le portail patient pour les dossiers médicaux électroniques. Comme vous le voyez, les dates de rencontre, il y a eu 2 rencontres à chaque fois, le 10 et 12 mai pour le thème 1 à Gaspé, 11 et 13 mai pour le thème 2, et le 24 et 31 mai 2016 pour le thème pour l'UMF Laurier. Donc, les résultats de nos ruches, c'est que dans la première UMF à Gaspé, pour le premier thème, on a eu 7 participants. On en a eu 7 pour le deuxième aussi, et à Laurier, on en a eu 6. Notre grande déception, c'est que la première rencontre aux ruches, aucun des 2 patients usagers retenus et qui avaient pourtant confirmé ne s'est présenté. Donc, mais on a quand même tenu la réunion avec ceux qui étaient là, donc l'équipe d'interprofessionnels et aussi l'équipe d'interprofessionnels, donc c'est ça, qui était constituée, comme je disais, d'un médecin, de 2 résidents, de 3 professionnels et d'un stagiaire. Le chercheur invité n'était pas là non plus à cette rencontre
parce que pouvant pas se déplacer, et on avait pensé à une rencontre par visioconférence, mais ça ne s'est pas fait. Mais il a travaillé, donc ce chercheur a travaillé avec l'équipe après la première rencontre pour l'analyse thématique en vue de la préparation de la deuxième rencontre. Donc, les détails des participants, comme vous le voyez, sont sur la diapo. Pour les deux autres, heureusement, on a eu tous les participants et particulièrement les patients qui avaient promis d'être là. Donc, ça, c'est la partie intervention. Comme je le dis, il y avait une partie recherche, donc collecte de données. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y avait une observation directe lors des ruches qui étaient animées, comme je l'ai dit tantôt, par un patient partenaire et un professionnel. Le professionnel de recherche, en même temps qu'il animait, prenait des notes et les deux avaient des journaux de bord où tout était noté. Avec l'autorisation des participants et donc l'approbation éthique, nous avons aussi enregistré un enregistrement audio de toutes les rencontres et nous avions aussi un questionnaire d'évaluation des rencontres. Je vais vous présenter les résultats à la fin et une fiche sociodémographique donc de tous les participants. Je vais vous parler de ce que les résultats, donc je vais vous parler des thèmes qui ont été trouvés, qui ont été mentionnés et qui ont été regroupés. Donc, je vais peut-être pas donner tous les détails, mais je vais cibler un et puis à la phase de discussion, on pourra revenir sur les thèmes. Ce qu'il faut noter, c'est que les thèmes ont été regroupés, donc en tous les thèmes, tous les sujets ont été regroupés en 5 grands thèmes. Le premier étant les enjeux associés aux situations et au vécu des patients. Sous ce thème, par exemple, à l'UMF Gaspé, donc je vous rappelle qu'il devait parler, le groupe A qui devait parler du diabète, ce qui était important, ce qui était préoccupant pour ces personnes, c'était comment annoncer le diagnostic donc, du diabète aux personnes. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de patients participants, mais les professionnels ont souligné donc leur besoin d'appui de formation afin donc de surmonter cet obstacle. Par exemple, pour l'UMF, le groupe C à l'UMF Laurier, sous ce thème, on trouve quelque chose comme l'autonomie du patient. Comment est-ce qu'un portail patient peut aider donc à l'autonomisation des patients? Je vais passer au thème 2, donc c'est les enjeux associés à la situation des résidents et des différentes professions de la santé. Et je vais vous donner un exemple, donc dans le groupe B, les participants ont mentionné la surcharge de travail. Donc, si vous vous rappelez, dans le groupe B, ils devaient parler de la pratique infirmière en première ligne essentiellement. Donc, ils ont mentionné ce problème de surcharge de travail comme étant une préoccupation. Je vous ai dit tantôt, l'objectif ultime, c'est les questions de recherche, mais on est parti des préoccupations, puis après, on les reformulera en questions de recherche. Pour continuer, je vais juste parler de certains enjeux. Donc, le thème 5, les enjeux locaux et régionaux. Pour le groupe A, sous ce thème, on voyait la problématique des communautés anglophones et des populations vulnérables et isolées. Donc, les participants ont mentionné le fait que ces personnes vivaient par rapport au diabète, ils avaient des besoins très, très spécifiques non comblés. Il fallait s'adresser à eux, soit en anglais ou alors la prise en charge, l'autogestion n'était pas forcément comprise et les professionnels ont mentionné le manque d'outils pour appuyer ces personnes. C'était un thème très important pour les participants. Comme j'ai dit, on peut revenir sur les thèmes si vraiment ça vous intéresse pendant la période de la discussion. Mais pour donner du temps, donc faciliter les échanges, je vais présenter la partie, comme je vous ai dit, recherche qui a accompagné ça. Je vous avais parlé d'un questionnaire d'évaluation que tous les participants ont rempli et donc ils ont accepté de remplir, qui évaluait de façon généralement positive toutes les rencontres ruches. Et ce qui était très apprécié, c'est le fait que la participation donc des participants était très sollicitée. Ceci n'est nullement surprenant parce que nous avons eu des animateurs experts, là je vous ai dit, 2 patients experts qui le font depuis, donc ça nous a beaucoup aidé.
Les autres étaient à l'écoute, donc aussi il y a eu une grande capacité d'écoute au sein des ateliers ruches. Donc, il n'y avait pas certains qui prenaient plus de place que d'autres. 83% de personnes qui étaient quand même d'accord sur la salle. Donc, comme je vous ai dit, on était dans une certaine urgence pour réaliser les ruches, mais on a quand même pu trouver des salles qui plaisaient à la plupart. Le fait que l'animateur ait permis de créer un climat favorable aux échanges a été aussi très apprécié. Et beaucoup de participants, donc à peu près 89%, ont pu formuler une question, une idée ou une priorité en lien avec le thème des rencontres. Mais en toute transparence, nous vous présentons nos points faibles tels qu'évalués par les participants. La clarté, donc, ou le manque de clarté, dirais, des objectifs des rencontres. Parce qu'on a quand même parlé, il y a eu plusieurs intervenants, surtout au niveau des patients. Ils ont d'abord été soit recrutés par leurs cliniciens ou directement par les professionnels de recherche, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait qui arrivaient et qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient là. En fait, ils savaient qu'ils devaient parler de leurs préoccupations, mais on sent que pour les prochaines ruches, il faut vraiment clarifier, s'assurer que la personne comprenne bien. Ça n'a pas empêché la coproduction des idées, mais ce serait bien que ce soit plus clair. Le thème des rencontres, il y a beaucoup qui disaient que ce n'était pas clair. Par exemple, vivre avec le diabète, oui, mais c'était encore très vague. Mais on l'a voulu pour les premières ruches, on l'a voulu très, très vaste comme thème pour aller chercher les chercheurs aussi, mais aussi les préoccupations. Et on allait de plus en plus faire un effet entonnoir pour arriver à des préoccupations plus précises. Mais il semblerait que les thèmes devraient, pour les prochaines ruches, être reformulés de façon plus claire. Et le fait que certains participants aient dominé les échanges a été rapporté par quand même 28% de personnes. Donc là, ça ramène donc le fait que pour que ça marche, il faut des animateurs très, très expérimentés là afin que le tour de parole soit respecté, que les gens s'expriment librement. Les suites, en fait, parce que c'est ce qui nous importe. Quand on fait de la co-construction, on veut que ça fleurisse et puis que ça nous donne des projets qui vont avoir des retombées sur les soins en première ligne. En fait, suite aux ruches qu'on a menées, à l'UMF de Laurier, le sujet étant en fait un sujet très peu connu des milieux cliniques, c'est-à-dire le portail patient pour les dossiers médicaux électroniques. Les participants des ruches n'ont pas réussi à prioriser vraiment les sujets de recherche. Donc, ça a été beaucoup d'échanges de perceptions, beaucoup de questionnements et puis d'informations. Les gens en sont sortis avec une meilleure vision de ça. Il y a un partenariat qui se poursuit avec le chercheur, mais on n'a pas formellement identifié de priorité. Pour ce qui est du MF de Gaspé, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on avait deux chercheurs qui collaboraient avec le milieu et puis il y a comme un sujet commun qui est celui du diabète, car en soins infirmiers, on fait beaucoup de suivi de diabète et on avait une autre chercheure là, qui était intéressée à la problématique du diabète. Donc, ensemble, se sont trouvés des sujets communs, avaient des pistes de projets avec le milieu clinique qui pouvaient être mis de l'avant. Mais en fait, ce qu'on a réalisé et qui est vraiment capital dans les prochaines étapes des ruches, c'est de s'assurer qu'il y a un soutien à cette collaboration-là de la part des rappels pour, en fait, aider et accompagner dans le développement de projets de recherche suite aux ruches. Donc, c'est de vraiment là, entretenir ces liens-là, quitte à faire moins de ruches, mais à vraiment en tirer le maximum de potentiel pour que l'expérience soit positive pour tout le monde. Donc, à l'UMF de Gaspé, il y a donc un projet qui est possiblement en émergence, là, puis qui pourra être proposé pour le prochain appel à projet de Réseau 1. Ensuite, le projet Ruche a donné naissance en fait à un deuxième projet là, qui vient d'être financé aux IRSC qui s'appelle Équipe, qui est en fait, qui constitue des regroupements de patients qui collaborent avec les gestionnaires et les cliniciens des GMF non universitaires dans l'objectif en fait de développer des projets d'amélioration de la qualité et des projets de recherche. Donc, ce serait une structure permanente en GMF non universitaire qui nous permettra
d'exporter le modèle ruche à l'extérieur vraiment du réseau de nos 12 EMF, donc d'élargir notre bassin de co-construction. Et finalement, ben, suite à une première présentation qu'on a donnée sur les ruches, Dr Jean-Sébastien Paquette, qui est à l'UMF de Joliette et puis qui fait partie de notre réseau, a dit eh « moi, j'en veux une ruche dans mon milieu, puis justement, j'aurais un projet de recherche que je voudrais construire pour améliorer les soins et j'aimerais baser mon projet de recherche sur une ruche. Donc, pour m'aider à identifier mes priorités, structurer mon projet et bâtir mon équipe de recherche, j'aimerais utiliser le modèle des ruches. Donc, on est en train de collaborer avec lui de ce côté-là pour construire quelque chose. Et on vous lance l'invitation, évidemment, à la collaboration si ça vous inspire. Maintenant, en lien avec nos discussions. Bien évidemment, les ruches, c'est un projet pilote qui est novateur. On a fait quand même un tour là, de la littérature sur le sujet et c'est un modèle qui n'existe pas formellement, qui n'a pas été étudié, du moins à ce qu'on en sait. Si vous en connaissez, prière de nous en faire part. Donc, c'est novateur, c'est une expérience, puis on est en constant ajustement, comme Joyce vous l'a dit précédemment. On a en fait identifié les éléments qui influencent la réalisation des ruches, soit l'implication des patients, qui peut parfois être complexe et qui était d'autant plus complexe ici, en fait, je vous le dis très clairement, pour l'un des milieux cliniques, on a eu une semaine entre l'approbation éthique et la tenue de la ruche. Donc, on a eu des contraintes de temps qui étaient majeures dans le cadre de ce projet-là, puis qui a en fait rendu un peu plus complexe tant le recrutement que l'information des participants et la coordination des activités. Mais on y est arrivé et on est très fiers. Et ça prouve en fait que c'est faisable, même avec une courte échéance. Finalement, bon, l'implication et le rôle des chercheurs invités. Ça, c'est un apprentissage qu'on a fait, en fait, un oubli, en toute humilité. C'est que pour ce projet-là, le chercheur participant doit signer un formulaire de consentement. Donc, on n'a pas l'habitude de faire signer des formulaires de consentement au chercheur parce qu'habituellement, il fait la recherche, mais ici, il était quand même aussi un sujet de recherche. Donc, l'impact que ça a eu, c'est qu'en fait, dans nos questionnaires d'évaluation, on n'a pas pu aller chercher le vécu du chercheur qui participait à l'atelier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à améliorer pour l'avenir. Mais vraiment, vous l'avez vu dans les résultats, la satisfaction des gens était vraiment très élevée suite à l'atelier. Dans les milieux cliniques actuellement, on n'a même pas d'espace de dialogue avec nos patients, avec nos collègues, autre que les rencontres cliniques. Donc, c'est une richesse tant pour la recherche que pour la clinique de pouvoir s'ouvrir et de découvrir les différentes perceptions en lien avec une thématique et de travailler en collaboration. Les limites, bien, en fait, le processus de recrutement qui en fait était bon, était fonctionnel, mais a été un peu trop rapide. Donc, il faudrait le remettre à l'épreuve dans un cadre un peu plus réaliste pour voir comment on pourra y arriver. Et finalement, la diffusion de l'information. Donc, ce sont deux limites qui sont principalement en lien avec l'échéance. Les conditions gagnantes qu'on a identifiées pour la tenue de ces ateliers de co-construction, c'est d'abord d'obtenir un financement adéquat et de compter sur un échéancier réaliste. Financement qui inclut, oui, la tenue des ruches, mais aussi un financement cohérent avec le soutien du développement des projets de recherche par la suite. Donc, pas un financement ponctuel, mais vraiment quelque chose qui est vu à long terme. Deuxièmement, présenter les objectifs du projet et les retombées espérées auprès des membres du personnel de la clinique, au personnel administratif pour que vraiment le projet soit entendu, compris de tous. Clarifier le statut du chercheur, comme je vous disais, comme participant. Identifier un champion de projet dans chaque UMF. On est chanceux, là, on a eu nos médecins responsables de la recherche dans chacun de nos GMFU. Et en fait, c'est nécessaire au bon déroulement des ruches. Promouvoir une diffusion adéquate du contenu des rencontres et des objectifs auprès des participants. Et finalement, favoriser le recrutement d'au moins 2 patients usagers par groupe et le recrutement de patients usagers vivant avec des difficultés qui sont en lien avec la thématique. Et ça, en fait, ce qui est très intéressant, je voulais revenir rapidement là-dessus parce que je sais qu'on doit garder du temps pour discuter. C'est en fait que nos groupes étaient relativement hétérogènes, c'est-à-dire qu'on avait un groupe qui n'avait pas de patients qui se sont présentés, un groupe avec 1 patient et un groupe avec 2 patients.
C'était pas volontaire, mais c'est arrivé comme ça. On avait un groupe où on avait un chercheur en présence, un autre un chercheur en visioconférence et un autre pas de chercheur. Et en fait, pour nous, ça a été une grande richesse de pouvoir observer ce qui s'est passé avec 3 formules différentes. Et ce que ça nous a confirmé, c'est en fait dans les commentaires, quand il n'y avait pas de patients, les chercheurs et les cliniciens demandaient des patients, on aurait tellement aimé ça que les patients soient là. Et quand le chercheur était absent, on remarquait vraiment qu'on perdait une valeur parce qu'en fait, les cliniciens et les patients avaient des préoccupations qui se disaient on pourrait faire une recherche là-dessus, on pourrait s'intéresser à ça, mais n'avaient pas le feedback de la littérature actuelle. Donc vraiment, le chercheur a un rôle essentiel et des connaissances qui sont primordiales à l'orientation et à l'enrichissement de ces ateliers-là. Et finalement, ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les ruches, ça continue. Actuellement, on travaille à une façon de pérenniser le modèle et puis de l'implanter là un peu partout au Québec. Donc, que vous soyez patient, clinicien, chercheur ou décideur, faites-nous signe si le modèle vous intéresse pour qu'on puisse promouvoir et puis développer de nouvelles ruches pour avoir la recherche centrée sur le patient qui fait une différence en première. Merci. Et merci Isabelle, merci Joyce pour cette excellente présentation. Donc, on va lancer la période des questions. Donc, je vais juste vous rappeler de quelques consignes pour poser vos questions. Puis, je vois que certains d'entre vous ont déjà profité de la boîte à questions pour poser vos questions. Donc, ça, je vais les poser oralement à Joyce et à Isabelle. Mais vous pouvez aussi lever votre main pour poser vos questions. Excuse-moi. Puis, ça, c'est toujours apprécié parce que ça permet des échanges vraiment plus interactifs, puis souvent très intéressants. Donc, je vois qu'on a Karim qui attend pour poser une question oralement, mais avant de prendre sa question, je veux juste aller voir les questions qui ont été mises dans la boîte de questions, parce qu'il y en avait quelques-uns qui ont été posés très tôt dans le processus. Donc, la première question qui vient de la part de Béatrice Godard, c'était en lien avec une chose que tu as dit, Joyce, au début, sur lorsqu'on a recruté les patients partenaires dans ce projet-là. Ça dit, bonjour, concernant le recrutement de patients, pourquoi être capable de se distancer du vécu de sa maladie était-il un critère? OK. Ben, merci pour la question. En fait, pourquoi? C'est essentiellement parce que ce qu'on vise en impliquant des patients, c'est qu'ils puissent profiter du vécu et de leur expérience pour construire et pour améliorer. Donc, ce qui se fait, je vais donner un exemple d'une expérience négative dans un système de santé. Par exemple, un patient qui a eu une expérience très, très négative avec un résultat catastrophique qui est toujours à la phase de colère ou d'émotion, ce qui est normal. Mais tant que la personne n'arrive pas à prendre cette distance, on est très souvent dans la construction ou dans l'utilisation donc de cette expérience pour construire et pour bâtir. Et on est plutôt dans la revendication et parfois ça peut, en fait, ce qu'on voulait, c'est vraiment co-construire. Donc, le pourquoi, ça fait en général unanimité dans la littérature. Ce qui est difficile, c'est plutôt comment reconnaître quelqu'un pour savoir si elle est à la phase aiguë ou pas. Mais là, actuellement, l'unité soutien fait aussi des formations de recrutement où on peut, en interviewant puis en parlant avec les personnes et avec le temps, on arrive à voir la personne là est à la phase aiguë. Son expérience est encore trop présente pour qu'il puisse co-construire. J'espère que ça répond à la question. Isabelle? C'est Béatrice Desbarges, en fait, notre patiente partenaire qui a émis ce critère, qui nous a dit c'est quelque chose d'important, c'est dans les bonnes pratiques, puis est d'ailleurs très impliquée là, avec Réseau 1, puis des soutiens là, en termes de formation sur le recrutement de patients. Donc, ça vient de notre patiente partenaire, ce critère-là. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le mode de recrutement, comment on a pu prendre ça en considération ou évaluer ça? Évidemment, on n'a pas eu le temps de faire une entrevue avec chacun des volontaires. Mais en passant par le clinicien qui connaît bien son patient puis ses étapes d'acceptation de la maladie, ça nous a permis d'identifier des gens qui correspondaient là, un peu plus à ce critère. OK, super. Puis il y avait une question de suivi de Béatrice aussi concernant les coûts
ces rencontres-là. Donc, est-ce que tu peux élaborer, peut-être Joyce ou Isabelle, sur est-ce que c'est un processus coûteux d'avoir des ruches? Je vais parler en gros des lignes budgétaires et puis en fonction de nous, ce qu'il y avait dans nos lignes budgétaires, c'est qu'il y avait quelque chose pour l'intervention, quelque chose pour la recherche. Pour l'intervention, il faut du temps de coordination. Donc, le coordonnateur des rappels devait organiser, solliciter les patients. Le temps des chercheurs, ça compte pas parce que ça fait partie de leurs activités. Aux États-Unis, ça serait différent. On avait le temps des cliniciens et des autres professionnels. Ils ont aussi accepté de le prendre sur leurs tâches habituelles, mais on peut imaginer un scénario où ce temps devrait être valorisé d'une autre façon. Nous, on a eu vraiment l'accord des des directrices de rappel pour que ce soit sur leur temps de travail habituel. Et aussi, il ne faut pas oublier la ligne budgétaire compensation des patients. Donc, les patients qui étaient là pour co-construire avec une compensation symbolique pour le temps. Et à part ça, évidemment, les déplacements pour aller sur le terrain et tout. Maintenant, pour la partie recherche, Isabelle va compléter ça tantôt, mais pour la partie recherche qui l'accompagnait, si vous avez un professionnel de recherche, ben, son temps pour la collecte de données et tout ce qui est équipement, enregistrement, visioconférence et tout. Nous, c'est un projet modeste financé par le réseau 1. Je peux donner aussi ce que ça nous a coûté, mais je vais d'abord laisser Isabelle compléter si j'ai oublié une ligne budgétaire. Non, c'est pas une oubli, Joyce. En fait, c'est seulement pour dire que le modèle ruche, c'est en fait quelque chose qui est adaptable. Ça peut être un GMFU ou un GMF qui se dit, moi j'ai envie de faire une ruche chez moi pour voir, par exemple, pour orienter mes projets d'érudition avec mes résidents, mes projets d'évaluation de la qualité. Et il y a une ruche qui s'organise localement sans nécessairement passer à l'éthique ou quoi que ce soit ou faire un projet de recherche avec ça. C'est donc possible de l'utiliser de différentes manières. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'étudier le modèle, en fait, pour le faire avancer, puis l'améliorer, puis pouvoir diffuser des bonnes pratiques par la suite. Mais en fait, les budgets peuvent être très variables. Nous, c'est sûr, dans les suites de nos démarches, on souhaite obtenir une formule, réussir à obtenir un financement qui nous permet d'avoir une formule de soutien de la collaboration à long terme. Donc, peut-être avec un budget un peu plus substantiel, mais vous, dans vos milieux, avec vos équipes, en collaboration avec nous, il est tout à fait possible de développer des ruches avec des tout petits budgets. Là. Donc, c'est très comment dire, à la carte, c'est comme... Parfait. Donc, on a 11 minutes. Je vois que Mireille Luc a posé une question dans la boîte de questions. Puis, on a aussi Karim et Hélène Lefebvre qui attendent de poser leurs questions oralement. Donc, je vais passer très rapidement sur les questions de Mireille. Puis ensuite, ça va être le tour de Karim et Hélène. Donc, Mireille avait une question sur la durée de ces rencontres-là. Puis moi, j'ajouterais un peu le temps dans la journée. Est-ce que c'était le matin, après-midi, midi? Puis donc, juste de donner des détails sur ça, premièrement. En fait, la raison pour laquelle ça a été simplifié en lien avec la libération des professionnels, c'est qu'on a choisi de minimiser la durée. Donc, c'est 90 minutes. Et c'est sur l'heure du midi. Donc, souvent, on empiète sur le travail de peut-être une demi-heure, ce qui nous permet de fonctionner quand même les journées dans les UNF. Le limitant de ça, c'est en fait la disponibilité des patients sur l'heure du midi. Un patient qui travaille doit peut-être s'absenter du travail pour une partie de la journée. Dans ce contexte-là, ce serait peut-être préférable de le faire le soir pour accommoder le patient, mais là, ça devient peut-être plus complexe pour les équipes cliniques. Donc, mais sur l'heure du midi, ça a assez bien fonctionné, sauf pour les patients, il faudra trouver des solutions. Okay, parfait. Puis il y avait une question de suivi de la part de Mireille sur un peu, je pense qu'elle était intéressée à savoir pourquoi certains projets n'ont pas vu le jour après le rush. Puis elle avait une question sur est-ce que ça pourrait être possible de revenir et présenter les résultats de ces rushs aux équipes cliniques, dans l'ensemble des équipes cliniques, dans un deuxième temps. Donc, comme pour faire comme un suivi des rushs dans les équipes cliniques, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait comme intégrer un peu à ce modèle-là? En fait, on va faire notre transfert de connaissances des rushs lors de notre prochaine réunion là, qui va être en présentiel avec l'ensemble de notre réseau du rappel de l'Université Laval, donc les responsables de la recherche, mais pas tous les cliniciens, parce qu'évidemment, on n'a pas d'événement qui nous permet de faire ça, du moins cette année.
Puis, on a diffusé avec le rappel de l'Université de Montréal. On est ici aujourd'hui avec le CERSPUL. Donc, on essaie quand même de diffuser l'information de ce côté-là. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de projet qui a vu le jour? C'est quand même complexe développer un projet de recherche. Puis, en fait, ce qu'on essaie, puis tout le monde est très occupé. Puis actuellement, en première ligne, nous savons tous qu'il se passe des choses très difficiles, particulièrement pour les milieux d'enseignement. Donc, les cliniciens n'ont pas nécessairement le temps, suite à la ruche, d'aller écrire une demande de subvention. Les chercheurs sont aussi un petit peu occupés. Et en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est que ce n'est pas l'intérêt qui manque. Et puis, en plus de l'appel à projet, il y a quelques appels à projet avec Réseau 1 qui nous donnent des opportunités de financement. Notre objectif, c'est vraiment de donner un soutien en termes de rédaction à ces équipes-là. Donc, pour l'instant, pourquoi il n'y a pas de projet qui a vu le jour? Parce que c'est un processus complexe, parce qu'on a manqué de soutien suite aux rushs. Oui, c'est quelque chose à ajouter là-dessus? Non, juste pour dire qu'on prévoit, en fait, dans un monde idéal, il faut retourner pour faire le suivi au milieu, là. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit intégré dans les ruches parfaites. Oui. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions par écrit. Je vais quand même passer à Karim parce qu'il attend depuis un certain temps. Donc, Sabrina, est-ce que tu peux donner la parole à Karim, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, Karim. Oui, bonjour. Merci Mathieu. Ici Karim, coordonnateur du rappel de McGill, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci Isabelle et Madame Dogba, c'est très intéressant et félicitations. Moi, je pense que le fait qu'il y ait eu des projets qui ont suivi, c'est un signe de succès indéniable. Maintenant, la question que j'ai à vous poser est plus d'une perspective organisationnelle. Quelles sont selon vous les conditions de systématisation ou de pérennisation de ruches pareilles? Est-ce qu'il y a un changement culturel? Est-ce qu'il y a une structure centrale idéale? Qu'est-ce que vous conseilleriez pour mettre en place des ruches et les pérenniser? Excellent, merci. Ben, merci pour ta question. Je commence, puis Isabelle va continuer. Je pense qu'entre autres, il y a d'abord un besoin de mieux comprendre quels sont les contextes organisationnels les plus favorables à la réussite des ruches. Donc, ça, on va le faire au fur et à mesure. Mais entre autres, c'est comme une innovation et on pense qu'un soutien organisationnel est incontournable pour la réussite et la pérennisation. Donc, il y a plusieurs phases. D'abord, il faudrait que, Isabelle a dit quelque chose, habituellement, tout changement, toute innovation, il faut un porteur, un champion. Et il faut aussi, donc, évidemment, convaincre les potentielles parties prenantes. Et aussi, idéalement, il faudrait que ça devienne une pratique routinière. Mais avant que ça arrive à ce stade, il faut des ressources. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait trouver une façon pour que les ruches fassent partie de la pratique routinière, donc sans coût additionnel, ça serait vraiment gagnant. Et pour ça, il faut ajuster. Peut-être que les projets de recherche, ceux dont on parle, peuvent être des projets de recherche portant sur l'amélioration de la qualité organisationnelle. Donc, si on a ça, donc il y a plusieurs étapes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des porteurs, des champions, il faut un contexte de soutien, donc par exemple, même la libération du temps, et il faudrait aller vers la routinisation de cette pratique, donc par plusieurs façons, plusieurs études. Nous, on est en train de l'accompagner. Puis, je ne sais pas si Isabelle, tu avais quelque chose à dire sur le plan organisationnel. J'ai entendu le mot systématisation. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller cibler les milieux cliniques qui sont mobilisés, qui ont envie de le faire, aller cibler des chercheurs qui sont intéressés aussi, puis créer des partenariats pour les accompagner là-dedans. Donc, l'objectif n'est pas de faire une ruche par GMFU à chaque année. L'objectif est vraiment d'y aller avec le momentum, de profiter de ça pour entamer une démarche relativement structurée qui va nous permettre d'avoir des projets intéressants. Initialement, avec le projet, quand je l'avais dans ma tête au début, je me disais, on va faire des ruches, puis là, tous les résidents dans leur parcours ont la chance de participer à une ruche, puis on va changer la culture, tout ça. Je pense que finalement, ce n'est pas réaliste, mais le simple fait qu'un milieu clinique, que quelques acteurs dans un milieu clinique s'impliquent et se sentent partie prenante d'un projet de recherche, c'est sûr que ça devient contagieux autour, puis que le milieu clinique s'approprie un projet et crée un partenariat étroit avec un chercheur, qui est une valeur ajoutée pour le chercheur, évidemment, aussi. Donc, c'est vraiment l'objectif. Ce n'est pas nécessairement une systématisation, mais c'est pour répondre à un besoin.
Merci Karim pour ta question. Il nous reste juste quelques minutes, donc j'aimerais vraiment donner le temps à Hélène qui est avec nous depuis un certain temps. Sabrina, est-ce que tu peux donner la parole à Hélène, s'il te plaît? Je pense que c'est fait. Oui, parfait. Vas-y, Hélène. Bonjour, je suis Hélène Lefin, je suis chercheure à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Bravo pour votre projet, que je sympathise beaucoup avec tout votre parcours, parce que je mène moi-même actuellement le même type de projet qui s'appelle le Réseau infirmier, un partenaire de soins. Et on a développé une innovation clinique pour la planification de congés, les transitions en oncologie. On a travaillé avec 6 équipes cliniques de 6 milieux différents, de types de cancers différents, et avec des patients partenaires depuis le tout début, en 2013, pour co-construire le projet. Et quand on regarde la littérature, ce qu'on y lit, c'est vraiment vrai qu'un projet de recherche pensé par un chercheur, ce n'est pas un projet de recherche pensé en partenariat réel avec des patients partenaires. On l'a vécu, nos objectifs ont changé énormément. Maintenant, le problème que nous, on a vécu, étant donné qu'on est dans des milieux cliniques aigus, en fait, les CHU et les CIS et les CIUS. Alors, quand la fameuse réforme du Dr Barrett est arrivée, tous nos équipes cliniques ont été changées de fond en comble. Les gestionnaires ont pris leur retraite ou ont changé de poste. Il nous est resté, en fait, nos utilisateurs de connaissances qui sont restés stables, qui sont finalement des infirmières leaders qui font le pont entre la clinique et la recherche. En lien avec ça, on a développé un portail web pour l'échange de connaissances. Donc, c'est un portail interactif, qui est une autre difficulté avec les pare-feux des milieux cliniques. Donc, finalement, on a fini par développer 2 outils qui ont été validés en termes de contenu, mais qu'on va évaluer éventuellement. Le problème, c'est la pérennisation de ces réseaux. Je ne sais pas si vous avez des idées. Vous avez parlé de laboratoires financés à long terme par la FCI. Oui, en fait, la FCI ne financera pas là, les ruches en soi. Mais en fait, il y a plusieurs organismes qui actuellement s'intéressent à la recherche centrée sur le patient en première ligne, puis on est à collaborer avec eux pour faire un plan de déploiement des ruches là, à plus large échelle. Oui, juste pour dire qu'il reste à peu près 1 minute dans le webinaire. Donc, je pense que ce serait vraiment une occasion peut-être de collaboration pour mettre des têtes ensemble pour savoir comment pérenniser des initiatives comme ça qui sont semblables. Parce qu'on voit vraiment le besoin sur le plan clinique. Puis aussi, les chercheurs aussi cherchent à avoir ce genre de collaboration avec des cliniciens partenaires et des patients partenaires. Donc, s'il y en a d'autres qui ont déjà participé à ce genre d'activité, s'il vous plaît, contactez Isabelle et Joyce pour leur faire part puis savoir un peu comment je pense qu'ils font face aux mêmes défis. On va aller à la prochaine diapo, s'il te plaît, Sabrina. Donc, juste pour vous dire rapidement que le prochain webinaire va avoir lieu en début juin, le 9 juin. Puis, c'est Ginny Haggerty qui va présenter sur l'apprentissage d'une chercheure sur l'amélioration de la qualité du pourquoi au commun, donc très pertinent pour le suivi aujourd'hui. N'oubliez pas notre journée scientifique le 16 juin qui sera à McGill. Puis, si vous n'êtes pas membre, on vous invite à devenir membre. Merci beaucoup à Joyce et à Isabelle pour cette présentation très intéressante aujourd'hui. C'est très clair. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leurs questions répondues. Donc, on va faire un suivi avec vous individuellement après le webinaire. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, à la prochaine fois. Bye. Bye bye.